Jules, Charles Pépin, bonjour. Vous êtes les invités de la Galerne pour Bonjour. votre livre-album La planète des sages, publié chez Dargaud. Charles Pépin, vous êtes écrivain, philosophe, journaliste et chroniqueur culturel. Jules, vous êtes dessinateur de presse et vous illustrez en direct l'émission La Grande Librairie. La planète des sages est sous-titrée Encyclopédie mondiale des philosophes et des philosophies. Tout un programme. D'où est venue l'idée de cet album d'initiation à la philosophie, à la fois érudit et amusant? Alors c'est mon idée. C'est mon idée parce que dans le journal Philosophie Magazine, qui paraît tous les mois, depuis la création de ce journal, il y a 4 ou 5 ans, j'avais une page en fait qui s'appelait Le Panthéon de Jules, où je traitais justement philosophe par philosophe, un petit peu tous les grands penseurs qui ont apporté quelque chose à l'histoire intellectuelle du monde. C'est pour ça qu'on a aussi mis au dos de cet album 3000 ans de pensée mondiale en un seul livre. Il s'agissait de faire vraiment le tour des gens qui avaient compté, qui avaient dialogué entre eux à travers les siècles, à travers les continents, pour justement arriver à une histoire globale de la philosophie. En même temps, moi je me suis rendu compte que moi, je suis un dessinateur d'humour, de satire, et donc je faisais à chaque fois un gag sur un philosophe. J'avais travaillé dessus. Moi, je suis pas philosophe de formation, je viens plutôt de l'histoire, mais ça m'intéressait évidemment. J'ai quand même fait quelques années de philosophie, et je me suis dit voilà, je vais prendre ma revanche un petit peu sur la philo et travailler sur ces auteurs. Et il manquait quelque chose malgré tout, parce que j'essayais de mettre en scène des gags à chaque fois, le plus drôle possible, mais qui fasse sens, qui fasse résonner tel ou tel aspect de la pensée d'un philosophe. Et en m'arrêtant sur un concept, en m'arrêtant sur un aspect biographique du philosophe qui était éclairant, je me suis dit, il manque quand même un aspect global éclairant, il manque une petite notice encyclopédique qui replacerait dans son temps et dans son histoire de la philosophie chacun des penseurs qui étaient évoqués. Et je me suis dit, il faut une petite notice, je vais demander à un prof de philo qui puisse faire ça, quelqu'un qui a une expertise. Et en fait, je savais que Charles Pépin, qui travaillait à Philosophie Magazine avec moi et que j'avais croisé de temps à autre, était capable de faire ça, avait vraiment une plume, avait aussi la dimension pédagogique vraiment qui s'y prêtait. Et en fait, ces textes, tout d'un coup, ont pris une ampleur inattendue et c'est devenu réellement, cet album, un dialogue entre nous deux avec une page de gag de bande dessinée et une page de philosophie, de texte qui infirmait, confirmait, exalter ou contredisait les pages de bande dessinée qui leur faisaient face. Donc ça a été quelque chose d'étonnant, d'excitant pour chacun d'entre nous. Que rajouter? C'était intéressant de voir aussi que j'ai pas pu du tout me contenter d'être pédagogue au sens premier et de donner un peu les soubassements des gags. Ce qui s'est avéré amusant et même passionnant, c'était de dire, en tant que prof, j'allais dire, est-ce que le gag, en plus, ils sont toujours drôles, mais est-ce qu'en plus d'être drôle, le gag fait sens vraiment? Ou est-ce que le gag est drôle, mais quelque part rate un peu le sens de la philosophie? La plupart du temps, il est drôle et dit la vérité, mais parfois non. Et donc voilà, ce dialogue s'est instauré, et ce qui fait, je crois, enfin, peut-être ce qui fait le plaisir de lecture, c'est qu'on sent un dialogue comme ça, le texte questionne le gag, et le gag questionne la philosophie. Alors, pour chaque personnalité de la planète des sages, il y a seulement une page de texte et une de dessin. C'est une sacrée contrainte. Comment avez-vous travaillé ensemble? C'est-à-dire, est-ce que vous étiez côte à côte? Est-ce que vous avez été aussi d'accord sur la sélection ou pas? Alors c'est simple, la sélection c'est Jules qui l'a faite, et me l'a imposée avec la clarté du tyran. Et il avait fait les gags en plus avant, et j'ai fait les textes dans un second temps. En revanche, cette contrainte, elle était assez libératrice, au fond. C'est qu'il y a de toute façon une page de bande dessinée, et à droite, il faut qu'il y ait un texte. Donc il fallait que ça tienne comme ça en un paragraphe, un gros paragraphe, une page, quoi. Et c'était assez intéressant parce que ça obligeait à ne même pas fantasmer l'exhaustivité, ni sur l'histoire de la philosophie, ni sur un auteur, mais à trouver vraiment l'angle, la chose qui, soudain, fasse sortir le philosophe de l'ombre, qui, soudain, rende sensible sa pensée. Et d'ailleurs, souvent, dans ses répercussions concrètes, pratiques, existentielles pour les lecteurs.
À la fin, quand même, j'ai consulté Charles parce que j'avais fait l'essentiel des pages de bande dessinée avant qu'il se mette à travailler, mais je continuais à en élaborer justement pour avoir à peu près un panel, pas exhaustif, mais en tout cas, qui puisse orienter le lecteur vers toutes les grandes écoles de philosophie. Donc il en manquait quelques-uns, donc je me disais oui, lui quand même on ne peut pas l'enlever. On s'était arrêté ensuite en termes éditorial sur 60 auteurs principaux, donc il fallait en retrancher quelques-uns, même si parfois ils passent, ils sont évoqués au hasard des textes et des dessins. Et puis j'ai quand même demandé à Charles, voilà, et si lui on le met à la place de tel autre, qu'est-ce que tu en penses? Donc il donnait quand même un peu son avis sur cet aspect aussi. À un moment il était question de mettre encore des philosophes contemporains vivants, Badiou, des penseurs, Chomsky, Michel Serres, et puis on s'est dit non, finalement on les gardera peut-être pour un tome 2 ou un supplément à l'encyclopédie, pour parler comme Diderot et d'Alembert. Et donc finalement, les vivants, qui soient médiatiques, qui soient un petit peu plus sérieux, que ce soit BHL, Luc Ferry, Michel Onfray, ont été traités parfois passent dans l'album, mais on les a mis en bloc, en particulier dans la page sur la philosophie lamaïste tibétaine, où quelqu'un se réincarne successivement en BHL, Finkielkraut, Luc Ferry, Comte-Sponville, Onfray, puis à la fin veut sortir complètement du cycle des réincarnations et dit j'en peux plus, je sors. Pourquoi d'ailleurs la sainte catholique Thérèse d'Avila et pas Albert Camus? Alors Albert Camus aurait pu être un des philosophes. À vrai dire, voilà, ça fait partie des gens qu'on n'a pas traités, mais qu'on pourrait éventuellement traiter par la suite. C'est sûr qu'il n'y a pas Lucrèce non plus, il n'y a pas Marc Aurèle, il y a des gens de différentes époques qui auraient pu compter. Donc c'est un choix. Ensuite, Thérèse d'Avila, c'est parce que les philosophes médiévaux n'étaient pas tant représentés que ça. Il y en avait un certain nombre, mais pas suffisamment à mon goût. Donc j'avais vraiment envie que cette période soit présente. Il y a très peu de femmes dans cet album. On a cherché, on s'est creusé la tête. En 3000 ans de pensée mondiale, on a sorti Hannah Arendt, Simone Veil, qui étaient des contemporaines, en tout cas des auteurs du XXe siècle. Et puis, il nous manquait des gens un petit peu dans le passé. Donc Thérèse d'Avila s'était justifiée avec son travail en tant que mystique chrétienne, voilà, qui était important. Mais c'est vrai que parfois, il y a eu des choix un petit peu drastiques. Malgré tout, on a essayé que le maximum de gens soient représentés. Dans votre ouvrage, il y a donc 60 personnes, enfin individus, 56 individus et 4 groupes, de toutes les époques et parties du monde. Qu'est-ce qui fait qu'un philosophe, un penseur, un écrivain rentre dans la catégorie des sages? Il est souhaitable qu'il ne rentre pas dans cette catégorie. Car le sage, selon nous, n'est pas un philosophe. On a appelé aussi ça comme ça pour faire réfléchir à cette sagesse qui, évidemment, n'en est pas une. Souvent, ils sont névrosés, angoissés, dépressifs, possessifs, dans une quête de pouvoir ahurissante. Et c'est ça qui les rend humains et attachants. Donc non, ils ne rentrent pas dans la catégorie des sages, à la limite, aucun. Bon, il y a évidemment quelques figures de philosophes qui visent la sagesse. Voilà, Épicure, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'on a plutôt critiqué que défendu. Vous êtes des lecteurs. Est-ce qu'il y a un livre, un auteur, un illustrateur, enfin, que vous aimez partager avec d'autres? Ouais, alors depuis quelques mois, voire quelques années, je conseille Chaos Calme de Sandro Veronesi. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est un magnifique roman. On parlait tout à l'heure de Camus, pour moi c'est l'étranger, version contemporaine italienne, quoi. C'est un livre magnifique où un homme perd sa femme alors qu'il en sauve 2 autres de la noyade. Et il raconte comment, comme ça, sa vie s'installe dans un chaos calme. Et l'essentiel du livre, c'est la manière dont il est affecté par cette mort sans être vraiment triste et en s'occupant de sa fille. Il y a des scènes magnifiques où il l'attend comme ça à la sortie de l'école toute la journée dans sa voiture. Enfin, il devient... C'est comme l'étranger, quoi, mais en version postmoderne. C'est un très beau livre. Moi, j'aurais pu parler du livre, moi, qui m'occupe complètement en ce moment. C'est 3000 pages éblouissantes, complètement incroyables, qui sont l'histoire de ma vie, les mémoires de Casanova, en fait, qui font l'objet d'une exposition en ce moment. Les manuscrits ont été rachetés par la Bibliothèque nationale. C'est très excitant parce que ça fait vraiment toucher du doigt la proximité et la capillarité absolue qu'on a aujourd'hui avec le XVIIIe siècle et cette modernité ahurissante. Mais en fait, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui n'est pas forcément très très connu, de Jack London, qu'on a longtemps cantonné à l'Appel de la forêt et des livres qui étaient publiés chez Folio Junior pour les enfants. C'est un livre qui s'appelle
s'appelle La Vallée de la Lune, que Phébus a réédité dans ses très bonnes traductions. Ils ont entrepris la retraduction en général de Jack London. Alors La Vallée de la Lune, c'est un livre épique sur un couple comme ça qui va s'arracher à sa condition à Oakland, dans la banlieue de San Francisco, dans la banlieue ouvrière, et qui va suivre une espèce de mythe américain et qui va, à travers son errance géographique tout le long de l'Ouest américain, évoluer dans le temps de ce mythe américain. Eux, ils viennent d'une famille de vieux pionniers très anciens qui ont vraiment fait la conquête de l'Ouest, et d'autres, ils vont rencontrer les Irlandais, les catholiques, ils vont rencontrer les Italiens, et puis ils remontent de plus en plus, et puis ils rencontrent les Coréens, les Japonais, et toutes ces dernières couches comme ça qui ont colonisé le rêve américain, et ils sont mus par cette espèce d'idée qui est que on n'est jamais totalement... Ils arrivent à s'arracher à leurs conditions. Et je pense qu'en lisant ce livre, qui est une histoire d'amour aussi incroyable, c'est presque le seul livre un petit peu solaire d'ailleurs de London, qui est vraiment sombre au possible. Les gens qui ont lu Martin Eden ont pu rejoindre Jack London en se jetant à l'eau derrière lui, tellement c'est quelque chose de triste et prégnant et un peu oppressant. C'est un très beau livre, mais oppressant, alors que là, pour le coup, c'est un livre dont on sort transformé et galvanisé, parce qu'il y a une force et une espèce d'évidence de la nécessité du déplacement. GB, qui travaillait à Charlie Hebdo, où je travaille aussi, avait écrit dans l'an 01, notamment, et dans un certain nombre d'autres de ses livres, il fallait faire un pas de côté. On arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Et finalement, c'est la même chose que raconte ce livre de London. On peut, juste en bougeant un tout petit peu sa propre perspective, il suffit pas de beaucoup, changer complètement, s'arracher à son déterminisme social, culturel, et s'inventer finalement sa propre vie. Et ça, c'est vraiment très excitant. En plus, voilà, c'est écrit de manière magnifique. Merci Jules, merci Charles Pépin.